Et bonjour Internet, bienvenue pour une nouvelle vidéo de la bibliothèque digestive, bien sûr. Cette fois-ci consacrée, vous l'avez vu, c'est dans le titre, à 5 albums sur des dessinateurs. Alors attention, l'un d'eux n'est pas réellement un artiste de BD. Je vous laisse deviner lequel. Et donc comme d'habitude, puisque ça commence à devenir une habitude par rapport à la vidéo précédente, je vais vous présenter les albums dans, on va dire, dans l'ordre de leur taille, donc du plus petit au plus gros. On va commencer sur ces 5 albums par le numéro 1, consacré à un de mes dessinateurs préférés, parmi plein, mais Crumb, Robert Crumb, oui. Alors, ben oui, j'adore Crumb, je vous en parlerai un jour. On va dire que c'était un des dessinateurs qui m'a le plus inspiré pour mes dessins, parce que je trouvais que son trait était quand même assez incroyablement fou. Donc j'ai acheté beaucoup de choses, notamment tout ce qui a été édité aux éditions Cornelius. Et du coup, ce petit bouquin en fait qui regroupe beaucoup de travaux de Crumb, travaux édités, non édités, et ainsi que un entretien avec l'artiste. Et c'est très intéressant en fait, parce que bon, malgré sa petite taille, parce que ça rend pas forcément justice au dessin de Crumb, il est édité sur un très beau papier, avec, vous avez vu, des dessins en couleur, quelques petits strips qu'il avait fait quand il était beaucoup plus jeune, ou dans sa période un peu A Drug, des photos de l'artiste. Donc là, c'était en 1962. Alors, je ne sais pas quel âge il avait, 1965. On reconnaît déjà le faciès un peu émacié du bonhomme. Et son côté, voilà, hippie, LSD, drogue. Et donc, pourquoi Crumb? Pourquoi Crumb? Je sais pas, je suis tombé un peu dessus par hasard. Je pense que la première fois que j'ai entendu parler de Crumb, je suppose, c'était dans le documentaire Comic Book Confidential. C'était réalisé par Ron Mann. Alors j'en ai déjà utilisé des extraits de ce documentaire dans une de mes vidéos, je pense notamment sur les chroniques X-Men. Et du coup, ça revenait un peu sur l'histoire des comics. Et dans l'histoire des comics, il y a aussi l'histoire des comics indépendants, et notamment les frères Hernandez, le magazine Weirdo, enfin voilà, toutes ces choses. Donc du coup, j'avais voulu étendre mes connaissances, et j'ai découvert Crumb, et j'étais fasciné. Voilà, Weirdo, donc Crumb a été vraiment un des dessinateurs, un des piliers, on va dire, du truc. Et la particularité de Crumb, à part son dessin très, on va dire, très hachuré, très cartoony, mais on va dire c'est une sorte de réalisme un peu cartoony. Voilà, je ne sais pas comment le dire. C'est donc sa deuxième particularité, c'est également son amour pour les femmes bien charpentées, on va dire. Voilà, par exemple. C'est son côté qui est un peu étrange de gars qui a l'air physiquement très coincé, très limite autiste, et son dessin qui est complètement psychédélique. Alors je pense que c'est peut-être sa prise de drogue, soit sa prise de LSD, son passage du côté obscur de la drogue, qui l'a peut-être débloqué. Je ne veux pas dire qu'il faut prendre de la drogue pour pouvoir se débloquer, mais ça lui a donné des idées un peu farfelues, notamment tout ce qui est Fritz the Cat, qui était une version un peu érotique de Félix the Cat et de Mickey Mouse. Et vraiment, voilà, tout ce côté un peu expérimental de la BD, que je peux rapprocher un peu d'un Gottlieb, en France, qui est un peu la même branche, quoi, un peu iconoclaste, un peu dingo, voilà. Donc je vais pas vous montrer tout évidemment, mais le look un peu geek, qui tranche un peu avec ses dessins complètement fous, quoi, en fait. C'est des choses que je ne pourrais pas montrer à YouTube, n'est-ce pas? Où on verse un peu dans l'érotisme incroyablement humoristique, on va dire. C'est toujours très rigolo, très fun. Et cette obsession pour les femmes avec des grosses cuisses et des grosses fesses. Voilà, pour le dire tout simplement.
Voilà, ça va jusqu'à même voilà, un fantasme sur une maman Bigfoot. Bref, bon, peu importe. Et du coup, voilà, c'est Crumb avec sa femme, sa seconde femme Aline, qui est malheureusement décédée il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc, la crème de Crumb, que je recommande pour les amateurs de Crumb, et les amateurs de femmes bien charpentées. Et donc là, nous passons à tout à fait autre chose, un deuxième bouquin sur un autre artiste, un peu surprenant, vous allez voir, James Cameron. Mais quoi ? Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que James Cameron, avant d'être un réalisateur à succès, il a commencé sa carrière comme dessinateur, comme illustrateur. Et donc du coup, il y a une exposition qui a été basée justement sur les œuvres de James Cameron, qui s'appelle Tech Noir. Donc ça, c'est la version française. James Cameron faisait beaucoup d'illustrations, donc il avait fait même une impression, enfin d'un petit croquis pour son projet du film Terminator, en mettant la gueule cybernétique du Terminator juxtaposé avec le visage d'Arnold Schwarzenegger, pour pouvoir le vendre. Et donc du coup, là on le voit avec, je crois que c'est à l'âge de 16 ans, me semble-t-il, 17 ans, pour un concours qu'il avait gagné sur un dessin pour commémorer un soldat prisonnier au Vietnam. Ça date des années 60, je crois. 69 exactement. Cameron avait commencé sa carrière en faisant des matte paintings. Là notamment pour un film de John Carpenter, New York 1997. C'est assez extraordinaire, hein. Il avait quand même un sacré talent. Et donc du coup, il a fait plusieurs... voilà, ça c'est des dessins quand il était jeune. Bon, là on revient sur vraiment les croquis quand il était enfant. Et ça c'était vraiment quand il avait... quel âge ? Quand il était en 4e. Donc ça c'est des dessins que... voilà, on remonte un peu toute sa vie. Hein. Très inspiré par Conan, par les super-héros. Le style Marvel. Là, ouais, il fait référence à Steve Ditko. Voilà, il avait commencé à faire des petites BD de fantastique. C'est la page de garde d'un projet scientifique. Donc, on va dire, on ne se doutait pas, mais il a voilà, un sacré talent. Donc, vraiment, des études anatomiques. Il a dessiné je pense, sa petite amie de l'époque, me semble-t-il. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que, en fait, quand... donc là, ouais, des projets de SF, toujours. Quand par exemple, dans Titanic, quand on voit les dessins de Jack, qui dessine le personnage de Rose, c'est James Cameron qui a fait le dessin. Et d'ailleurs, je pense que c'est sa main qu'on voit. Voilà, il a fait une affiche pour Portrait of a Hitman, avec Jack Palance. Donc le texte est très intéressant aussi, hein, parce que ça raconte un peu vraiment les dessous de la création, surtout tout ce qui a alimenté son projet. Par exemple, il avait un projet qui s'appelait Xenogenesis, dont il a fait un petit court-métrage qui est disponible sur YouTube, hein, que vous pouvez voir. Et donc il avait fait une espèce d'affiche, et donc le personnage qui est bleu ici, il s'en est plus ou moins inspiré pour faire les personnages d'Avatar, hein, qui ont la peau bleue, exactement aussi. Voilà, les photos de concept art pour Aliens, pour le power loader de Aliens. Vraiment là, avec le détail des articulations, de tout le mécanisme, tout doit être très fonctionnel. Et comme vous pouvez voir, c'est un excellent dessinateur, un excellent peintre. Ouais, il a vraiment un coup de crayon pour rendre on va dire, le côté cinégénique d'une action. Et je me dis que quelque part, voilà, regardez-moi le personnage alors c'est quoi, c'est X dans Aliens, voilà. Et puis les flingues et tout ça, donc ça, il a vraiment, voilà, un très beau coup de crayon, c'est indéniable. Et je me dis que bon, c'est un peu dommage qu'on ait perdu un tel talent pour le cinéma, mais finalement, en voyant les films, on se dit, non, finalement, Terminator, c'est quand même super bien, quoi, Terminator 2. Et là, on peut voir vraiment le storyboard de luxe, hein, vous voyez, et même tout le concept pour réaliser l'effet spécial de la main de Terminator, dans laquelle la scène où il se répare la main, qui s'ouvre le bras, et pareil, la même scène avec l'œil.
Donc les storyboards incroyables. Et le dessin en fait, alors il est un peu critique pour ce dessin en disant que finalement la main est plus grosse que la tête. Mais ça rend bien, ça donne une certaine comment dire, esthétique. Et là, le même concept, mais cette fois-ci quand Lance Henriksen était rattaché au projet et que Lance Henriksen devait être le Terminator. Donc Lance Henriksen, il a une petite apparition dans le film Terminator, mais Lance Henriksen qui plus tard fait une apparition assez fabuleuse dans Aliens, où jouait le cyborg Bishop. Un gars qui avait quand même une idée assez pointue du design, des mécaniques, pour faire ces concepts de robots là, dans le film Terminator et Terminator 2. Donc un excellent dessinateur, et puis vraiment Tech Noir, un excellent bouquin. Justement pour un artiste dont on ne savait pas qui... Enfin moi jusqu'à très récemment, hein, je veux dire jusqu'à il y a 2-3 ans, je ne savais pas que James Cameron dessinait. Et même je ne pensais pas que c'était à ce point-là un dessinateur aguerri et talentueux. Donc je ne vais pas vous en montrer plus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses là-dessus, hein, sur ce bouquin, qui est assez fabuleux. Bref... Ouais, voilà, tous ces concepts de créatures extraterrestres qu'on retrouve, hein, donc du coup, hein, tous les concepts qu'il fait dans Avatar, voilà, paf, on y est. Voilà, donc il revient sur le personnage, la femme bleue, dont il a repris vraiment juste la couleur et l'apparence pour en faire après d'autres personnages. Donc voilà, un ouvrage assez intéressant pour tous ceux qui ignoraient que James Cameron était aussi un artiste graphique, un graphiste, n'est-ce pas? Je trouve ça inspirant de se dire que voilà, une idée qu'on a en tête, qu'on met sur le papier, qui peut ensuite devenir une vision cinématographique, c'est très inspirant. Ça donne beaucoup de matière à penser. C'est encourageant, ça donne envie de travailler plus les dessins, n'est-ce pas? Donc Tech Noir, James Cameron, voilà, un artiste qui n'est pas forcément un dessinateur, mais qui est un très bon artiste graphique. Bon, pour se rattraper, je vais passer au 3e album, qui est là purement un artiste de BD et un artiste de comic book, de super-héros. Voici Watching the Watchmen par Dave Gibbons. Alors du coup, là, c'est vraiment uniquement consacré à Dave Gibbons, et non pas Alan Moore. Vous voyez, déjà on commence par les croquis. Alors ça, je pense que c'était pour le jeu de rôle. Et donc Dave Gibbons, les Watchmen. Alors Dave Gibbons, pour vous dire la vérité, j'aime bien, mais je ne suis pas fan. C'est d'ailleurs à cause de ses dessins que je suis longtemps passé à côté de Watchmen. C'est-à-dire que quand Watchmen est sorti, donc je l'ai vu. C'était le petit phénomène du moment quand il est sorti en France. Et je l'avais commencé à le feuilleter, je me dis, bof, ouais, les dessins, j'aime pas trop. Voilà. Du coup, j'ai attendu très longtemps, je pense, avant de pouvoir mettre la main dessus. Et quand je l'ai acheté, par contre, ouais, ça fait boum dans ma tête. Donc j'ai été beaucoup plus fan en réalité d'Alan Moore que de Dave Gibbons. Mais du coup, j'ai appris à aimer son dessin. Et ce qui est intéressant, hein, justement, même quand on n'aime pas un artiste, c'est de savoir vraiment comment il travaille, comment a été conçue l'histoire, le tracé. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu aussi en creux le travail d'Alan Moore, c'est-à-dire comment un artiste arrive à retranscrire les écrits d'Alan Moore. Donc on a le côté justement de Dave Gibbons, mais qui est quand même un très bon artiste. Je trouve qu'il a vraiment, c'est dans Watchmen, c'est génial, quoi. Alors voilà, on a même les premiers croquis préparatoires de l'étude des Watchmen. Certains personnages sont fidèles à eux-mêmes, d'autres ont radicalement changé, comme Rorschach. Et donc là, voilà, les croquis préparatoires des différentes covers de Watchmen. Et on revient également, le petit David Gibbons, Captain Metropolis. Ah oui, donc ça, c'est voilà, les Minutemen. Donc là encore des études. Ouais, Rorschach qui est vraiment
qui n'est pas du tout comme ça dans la BD. C'est rigolo les tâches qu'il a étudiées pour faire le masque. Donc voilà les différents types de passages jusqu'à la version définitive. Et le comédien avec son masque sadomaso, c'est aussi une façon de dire allez lire Watchmen si vous ne l'avez pas lu. Hein. Pensez pas que c'est quelque chose qui est daté, c'est quelque chose qui est très fort dans l'univers des super-héros. Alors maintenant on a vu beaucoup de choses évidemment qui sont outrageusement transgressives, ouais, The Boys, mais là c'est un vrai travail sur l'univers des super-héros et sur l'histoire des comic books. Parce que les Watchmen, en fait, ils traversent tous les âges des comic books, hein, le Silver Age, le Golden Age, et en fait, ça raconte une histoire sur la dégringolade des super-héros jusqu'à l'âge sombre des comics. Point intéressant, c'est que Watchmen est l'un presque des piliers fondateurs de l'âge sombre des comics. Hein, qui a fait entrer la BD dans l'âge moderne des comics. C'est à cause de Watchmen qu'on est aussi un peu entré dans tout ce côté transgressif des comics. C'est-à-dire que Watchmen, c'est à la fois une histoire de super-héros, à la fois une histoire des comics sur les super-héros, et c'est à la fois une étape dans cette histoire. C'est-à-dire que Watchmen, par son récit, a fait avancer les super-héros vers autre chose. C'est l'un des piliers de l'âge moderne. C'est-à-dire que tous les côtés transgressifs, violents... Quand je dis transgressif, c'est-à-dire que ça fait passer les super-héros d'un contenu pour ados, avec beaucoup d'action, de méchants, de gentils, tout ça, à un truc très adulte, avec des super-héros qui sont pas forcément très bons, enfin qui sont un peu gris, et des histoires très adultes avec du sexe, de l'alcool, du viol, des idées politiques, chose que n'avaient pas touché encore les comic books de super-héros de l'époque. Ça, ils étaient un peu bloqués par le code, le Comics Code Authority. Mais Watchmen avait été vraiment une marque, une pierre, on va dire, un repère dans l'histoire des comics, qui a fait entrer justement les comics de plein pied dans les contenus adultes. Je me perds un peu dans mes pensées, mais si vous lisez la BD et si vous la remettez dans son contexte, vous verrez que vous comprendrez ce que j'essaye de vous dire. Donc il y a eu un avant et un après Watchmen. À la même époque, il y avait The Dark Knight qui a très fortement influencé aussi les comic books mainstream de super-héros. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire... on peut faire ça avec des super-héros. C'est dingue. On peut les malmener à ce point-là, on peut les amener aussi loin que ça. Et donc, voilà. Donc, essentiellement grâce à des artistes, dont Dave Gibbons. Non, Watchmen était en fait un peu en marge de DC. Hein. C'était un univers qui n'était pas dans le même espace que Batman, Superman. C'était un univers un peu parallèle. Et du coup, là, ces dernières années, Watchmen est entré de plein pied dans l'univers mainstream DC Comics. Donc on a pu voir Dr Manhattan côtoyer Superman, je crois, enfin la Justice League. Les colorisations faites par Dave Gibbons. Je ne parle pas beaucoup de Dave Gibbons, mais ce travail est très intéressant en fait. On se rend compte de ces différentes techniques, et ça j'aime beaucoup. C'est-à-dire que vu qu'il était poussé par un scénariste exigeant, hein, Alan Moore, on prend plusieurs pages pour décrire, plusieurs pages de scénario pour décrire une page. Lui, c'est vraiment, il va décrire toute la page en décrivant. Donc là, il y a un côté vraiment très minutieux pour décrire chacune de ces pages. Le côté le gaufrier à 9 cases est vraiment très important. C'est pour ça, moi, je n'aimais pas trop ce style, parce que je trouvais que c'était trop... C'est pas dynamique, c'est un peu lassant, quoi. On s'ennuie, quoi. C'est un peu ennuyeux, toutes ces cases l'une à côté de l'autre. Et en fait, non. Quand on lit l'action, on se rend compte que c'est très, très minutieux. Ça vous retourne le cerveau. C'est assez dingue. Mais effectivement, il faut passer... si on n'est pas fan de ce genre de dessin, qui a l'air un peu rigide,
pas très fantaisiste, hein, qui n'est pas très explosif. C'est-à-dire qu'il y a très peu de scènes où ça vous pète à la gueule. C'est pas une grande page avec le super-héros qui jette le poing en avant. Voilà, c'est pas très fun, on va dire. Il n'y a pas de fantaisie dans Watchmen, à part le fait que ce soit une histoire hyper réaliste sur les super-héros. Mais quand on lit la BD, on est happé. C'est comme un bouquin à suspense, c'est-à-dire que chaque chapitre pousse vers le suivant, mais chaque chapitre suivant vous donne des références sur le précédent et vous retourne le cerveau à chaque fois. Et du coup, ben, voilà, c'est une histoire qui s'étale, on va dire, sur plusieurs décennies et qui nous montre un peu ben, voilà, les super-héros, leur existence un peu insouciante au départ de justiciers, de combattants du crime, jusqu'à être mêlés à des intrigues politiques, jusqu'à l'apocalypse. J'ai beaucoup parlé de l'histoire et je ne parle pas assez des dessins, mais moi je trouve que Dave Gibbons a vraiment là un côté très... c'est un boulot énorme en fait, tout ce qui est fait là, ici. Il nous montre vraiment l'étendue du travail de titan qu'il a accompli pour faire... voilà, bah regardez ça, là, elle est belle cette page. Le croquis de la page avec on voit déjà l'empreinte des 9 cases pour faire une pleine page. Et donc en fait, la construction du dessin est basée sur ce gaufrier à 9 cases. Donc même pour une pleine page, il y a déjà vraiment l'idée de le faire de pouvoir le découper en 9 cases, pardon. Et c'est un truc de dingo, c'est un truc de maniaque. C'était le chef-d'œuvre d'Alan Moore et je pense de Dave Gibbons. Hein. Voilà, donc les deux artistes en train de se couper une part du gâteau de Watchmen, Alan Moore et Dave Gibbons. C'est un peu ironique parce que justement, ils se sont fait un peu avoir par DC Comics. J'en parlerai peut-être le jour où je ferai une vidéo sur Watchmen qui mérite une vidéo à lui tout seul. Des croquis, mon Dieu, mais ça c'est merveilleux, c'est un bonheur pour les yeux. Moi je suis toujours fasciné de voir les croquis préparatoires, les traits de crayon d'un dessinateur qui a pondu une œuvre comme ça. Un coup de stylo, un coup de crayon sur une feuille blanche et puis ça a donné la légende quoi. Voilà. Bon, je vais pas tout vous montrer, j'en garde un petit peu sous le caillou, j'en garde un petit peu sous le coude. Pourquoi j'ai dit le caillou? Parce que je fixe sur la pierre. Je trouve pas l'expression une pierre, la pierre d'achoppement ou je ne sais quoi. Bref, Watchmen, Dave Gibbons. Et là, par contre, je vais vous parler pour le 3e bouquin, 4e, d'un dessinateur que j'adore, un peu comme Robert Crumb, mais beaucoup plus. Jaime Hernandez. Oh, The Art of Jaime Hernandez. Oh là là, vous pouvez pas savoir à quel point ce bouquin je l'ai attendu. C'est merveilleux. C'est un orgasme visuel. On n'a pas comme moi le même amour pour ce dessinateur, on ne peut pas comprendre. Donc pour vous parler de ce magnifique bouquin sur Jaime Hernandez, un dessinateur que j'adore donc du coup, qui a un dessin tellement magnifique, tellement réaliste, avec une économie de traits, il arrive à rendre les personnages tellement vivants, et un petit côté cartooniste, regardez, quand il dessine les enfants, c'est magnifique. Ce bouquin contient plein d'histoires inédites, plein on va dire de photos. Là notamment on peut voir un comic strip qu'il avait réalisé, je crois, dans les années 2000 pour le New York Times. Donc c'est pour dire à quel point il est légendaire comme auteur. Donc je l'ai découvert tout simplement, je crois, au tout début des années 90, d'ailleurs peut-être même en 1990, quand j'ai découvert par hasard dans des magazines de comics ses dessins, et je me dis tiens je vais acheter le magazine Love and Rockets qu'il faisait à l'époque avec ses frères Gilbert et Mario. Et du coup je suis tombé amoureux de son histoire, hein, Locas, et je l'ai suivi jusqu'à présent. Et donc pour moi ce bouquin c'est une somme, puisque là on y découvre effectivement des photos de son enfance, on revient, c'est un bouquin un peu biographique qui revient sur son enfance, son père, sa mère, ses frères, toutes ses influences. On aura beaucoup d'iconographie le concernant. C'est vraiment, ce bouquin est une mine d'or pour les amateurs de Love and Rockets et de ce dessinateur en particulier.
Et comme je vous dis, voilà, le fait qu'il dessine magnifiquement des personnages adultes de manière très réaliste, mais des enfants à la manière des Peanuts, quoi, de Charlie Brown et de Snoopy, ça a un côté un peu à la fois réaliste et cartooniste, et qui me plaît énormément. Là, on peut voir effectivement les bons nombres de sources d'inspiration, hein. Quelques dessins également qu'il faisait pendant quand il était enfant, puisqu'il a commencé à dessiner très jeune, hein, avec ses frères. Il faisait des petits comics amateurs, puisque la BD Love and Rockets donc a commencé d'abord, voilà, comme vous pouvez voir avec Pro Solar Mechanics, par des récits plus ou moins fantastiques, et elle s'est progressivement métamorphosée en des histoires du quotidien. Il était aussi influencé très fortement par la culture punk rock, qui a déferlé sur les États-Unis à la fin des années 70, début des années 80, avec voilà, notamment des groupes comme Black Flag, Henry Rollins. Et de fil en aiguille, il s'est mis, voilà, à se plonger dans la culture punk rock, hein. Regardez cette magnifique coupe à l'iroquoise, et cet, voilà, magnifique dessinateur de personnages féminins. Voilà, il a commencé à dessiner, à se mettre, on va dire, à dessiner de manière professionnellement avec ses frères. Donc voilà, Jaime, Gilbert et Mario. Voilà, les tout débuts de Love and Rockets avec ce style beaucoup plus hachuré, avec beaucoup plus de traits que ce qu'il a fait par la suite. Son style, c'est vraiment épuré, mais j'adore son style de dessin qui est très souple, très expressif. Voilà, avec les trois frères en dédicace. Voilà quelques extraits de Love and Rockets. Et voilà la première couverture de Love and Rockets, numéro 1, dessinée par Jaime, et qui avait apparemment pour influence, je ne le savais pas, une pochette d'un disque de Black Flag, comme inspiration. C'est incroyable. Toujours pareil, baignant dans la culture fantastique, dans la musique punk rock. Voilà, les trois frères. Bon, je vous en ai déjà parlé de Love and Rockets, je vous mettrai ici en lien la vidéo que j'ai faite précédemment. Donc voilà, et Love and Rockets, donc, qui m'a amené à suivre les aventures de Maggie et Opie dans la Californie des années 80-90. Voilà, et là il a fait quelques flyers pour le groupe Nocturno. Apparemment je crois que c'était son frère qui était dedans, son frère Ismaël me semble-t-il. Magnifique dessinateur, voilà, vraiment des dessins absolument incroyable, très contrasté, vraiment un sens de la composition. Ah, oups, des petits dessins, voilà, coquins, un petit nichon. Voilà, les personnages de Maggie et Opie ici, qui m'a fait en fait aimer cette BD, qui m'a donné envie de les suivre, et cette BD qui dure depuis jusqu'à maintenant, hein, où il continue à écrire et dessiner les histoires de Maggie et Opie, de Locas, et qui les fait vieillir. Effectivement, les personnages c'était des ados dans les années 90, et maintenant ce sont des adultes. Voilà, voilà, cette couverture, elle est magistrale, hein, des prestations de groupe rock sur scène, c'est incroyable. C'est tellement fabuleux. Vraiment un sens de la composition qui est hors norme. Un talent pour dessiner les visages expressifs. Et un amour en fait pour les personnages un peu de marginaux, de blue collar, enfin des petites gens, des travailleurs, des laissés pour compte. Donc voilà. Bon, ce livre, il y a trop de choses, mais vraiment, j'en parlerai des heures. Hein. Je ferai certainement une vidéo, je l'ai déjà dit, je le ferai, sur Love and Rockets. Donc voilà, The Art of Jaime Hernandez, The Secrets of Life and Death. Et maintenant, nous arrivons sur notre 5e album consacré à un dessinateur, enfin, album, bouquin, énorme pavé, consacré à André Juillard, Entr'acte, magnifique André Juillard, donc dessinateur français, que j'aimais, que j'ai découvert grâce à Masque Rouge, qui était à l'époque publié dans Pif Gadget, ou alors c'était dans fin des années 70, que j'ai découvert quand j'étais gamin. Un proto super-héros, avant l'heure, avant même que je découvre les super-héros Marvel. Puis c'est aussi une façon de lui rendre hommage, puisque André Juillard est décédé l'année dernière, en 2025. Donc ce bouquin, je l'ai depuis très longtemps, hein. Je ne l'ai pas depuis quelques mois, mais j'étais fan de son dessin. Enfin, je suis toujours fan de son dessin, mais il est malheureusement décédé. J'ai gardé la collection complète des Masques Rouges, les 7 vies de l'épervier, de Plume au vent.
que je trouve un chef-d'œuvre de la bande dessinée. Il n'y a pas de mots. Et donc voilà, un énorme bouquin avec un papier parchemin de très grande classe, un peu épais, avec des croquis magnifiques. Alors là, vous allez en prendre plein les yeux avec les dessins de femmes, des nus. C'est magnifique. Alors, j'en suis pas encore à l'étape du montage, donc je pense que je vais peut-être masquer quelques parties, n'est-ce pas? Donc, un dessinateur que j'ai découvert donc, dans Masque Rouge, hein, qui avait un style déjà qui me plaisait. L'histoire me plaisait. Je suis venu sur cette bande dessinée par l'histoire hein, de Masque Rouge, hein, qui me plaisait. Cette histoire d'aventure qui se passait au temps je crois, de Louis XIV ou d'Henri IV, avec ce justicier masqué, et ça a évolué en une saga familiale très dramatique, alors toujours dans un contexte historique assez fort, et notamment voilà, qui a basculé vers ce personnage qui est celui d'Ariane, qui devient le Masque Rouge. Alors, je ne vais pas vous dévoiler toute l'histoire, mais il faut lire parce qu'il y a une intrigue qui est incroyablement riche et développée. Et les dessins d'André Juillard se sont bonifiés, il a excellé dans les représentations de cette France de la monarchie de Louis XIV, de Louis XV, d'Henri IV. Et cette histoire d'aventure épique, mais qui part de la France et qui va aussi dans la partie plus mouvante, qui va jusque dans le Nouveau Monde, hein, les États-Unis. Donc vraiment une saga incroyable. Hein. Si on cherche des personnages à adapter au cinéma, mais putain, mais vous l'avez sous les yeux. Hein. Il faut adapter Masque Rouge, il faut adapter Plume au Vent. Donc voilà, un dessin magnifique, un portraitiste incroyable. Et du coup, comme les autres bouquins que je vous ai présentés, ça revient sur sa carrière, sur ses premiers dessins. Alors je ne connaissais pas du tout ce qu'il avait fait avant. Hein. Apparemment, j'ai lu qu'il était plus ou moins inspiré de Pierre Christin, de J.G., je crois aussi. Et son style a vraiment... comme pour tous les dessinateurs, il a trouvé son style, il a trouvé sa voie. Notamment, pour moi, son chef-d'œuvre, c'est vraiment c'est Plume au Vent. Je trouve que c'est magnifique. Et ce bouquin, voilà, sorti de plusieurs notes manuscrites hein, de l'auteur, avec des dessins, des croquis préparatoires, des esquisses, des études de couverture, des pages en préparation. Enfin, c'est un festival pour les yeux. Hein. Très fort aussi en représentation historique. Voilà le magnifique dessin de Masque Rouge, toute sa splendeur, incroyable. Pour moi dans ma tête, c'est le premier héros masqué que j'ai découvert. C'est avant même de découvrir les super-héros Marvel, c'est Masque Rouge que j'ai découvert. J'avais même pas 10 ans, je crois que j'avais 7-8 ans et j'étais aspiré par cette bande dessinée. Donc voilà le fameux Masque Rouge, en fait, l'épervier. C'est incroyable. La saga dessinée par André Juillard, Patrick Cotias, André Juillard. Lisez celle-là, parce que je sais que Patrick Cotias a fait plusieurs spin-offs à la série principale, hein, à la série Masque Rouge et Cette vie de l'épervier, qui sont dessinés par d'autres personnes, par d'autres dessinateurs hein, du coup, et qui se basent sur des personnages secondaires ou qui vient raconter une histoire parallèle qui va compléter l'histoire principale. Mais j'avais commencé, mais c'était beaucoup moins intéressant, beaucoup moins riche. Et surtout le talent d'André Juillard qui emporte tout, même si on n'aime pas trop les bouquins d'histoire, si on trouve un peu chiant. Et l'histoire est extrêmement tragique, extrêmement violente aussi. Hein. C'est pas pour les enfants. Masque Rouge, c'est un peu pour les enfants. Ça commence gentiment. Et plus on s'éloigne de Masque Rouge, plus on va vers Plume au Vent, les 7 vies de l'épervier, plus ça devient violent. Et avec beaucoup de nus, beaucoup de sexe et beaucoup de meurtres. Mais voilà, c'est adulte, c'est pas pour les enfants. Moi, je pourrais en parler des heures. Comme pour Love and Rocket, c'est Jaime Hernandez. Pour moi, je trouve que c'est un génie. Je vous le promets à chaque fois, mais je pense que je ferai une vidéo un peu conséquente là-dessus. Hein, ça mérite. Et ce bouquin, voilà, il est extrêmement beau parce qu'il est extrêmement riche. Hein, il y a des croquis, mais à tomber par terre. Et l'écriture manuscrite, d'André Juillard, il y a vraiment un côté, on a l'impression de feuilleter un carnet de dessin personnel de l'auteur. Voilà, ils ont fait du travail incroyable. Je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est quand même un énorme pavé. Ça fait plus de 400 pages, 430 pages. Et énormément de choses. Voilà. Quand je dis que c'est un festin pour les yeux, c'est ce que j'aime. Il a un amour pour ses personnages et pour le dessin. C'est tellement stimulant, c'est tellement inspirant. Alors, regardez-moi ces études de costumes, les peintures de guerre, magnifique portraitiste.
magnifique Ariane en indienne, incroyable. Ah non, mais je suis red dingue de ce dessinateur, de cette histoire, c'est magnifique. Le personnage évidemment d'Ariane de Troil qui est sublimé hein, sous les traits d'André Juillard. C'est pour ça que je pense que je ne vais pas continuer la série, justement, les 7 vies de l'épervier quand il a arrêté de dessiner, parce que pour moi, il y avait la magie, une partie de la magie qui s'était perdue en route. Donc j'ai préféré arrêter là, puis du coup, du fait qu'il soit décédé l'année dernière, pour moi, ça a mis un terme, ça a clos l'aventure, je préfère ne pas lire ce qui est par la suite. Et pareil, hein, je n'étais pas spécialement fan de son travail, je l'ai peut-être déjà dit, mais de son travail sur Black et Mortimer. Pour moi, il y avait pas cet attachement viscéral que j'ai à Plumeau-Vent, voilà, au personnage d'Ariane. Et pareil, le Cahier bleu, donc après la pluie, cette saga qu'il a fait avec d'autres personnages, je les avais achetés, hein, ces bouquins, je les avais revendus parce que, autant j'adorais ses dessins, parce que voilà, c'est magnifique, il a une façon de dessiner des personnages féminins, voilà. Je le répète encore, hein, mais incroyable. Mais l'histoire m'avait moins, le contexte, le personnage m'avait moins capté, m'avait moins fasciné que les personnages des 7 vies de l'épervier. Mais ça reste néanmoins une magnifique expérience visuelle. J'éprouve le même plaisir en regardant ces dessins que quand je feuilletais les pages de Opus de Barry Windsor Smith. Ça a vraiment le même impact sur moi. Donc voilà, un énorme pavé de plus de 4 kilos, donc Entr'acte d'André Juillard. Magnifique, énorme bouquin. Je vais vous arranger les 5 bouquins que je vous ai présentés dans cette vidéo. Je vais essayer de voir si je peux les mettre tous ensemble. Et les voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce, en haut ou en bas, hein, comme vous le souhaitez. Et laissez un commentaire. N'hésitez pas à me dire quels sont vos dessinateurs préférés, quels sont vos bouquins préférés. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais n'hésitez pas à le redire. Hein. Dites-moi voilà, vos pépites, vos plus belles pièces. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo. Et je vous dis comme à chaque fois, à bientôt. Ciao Internet.